La veille de Noël, mes parents m'ont jeté dehors, ma sœur Harry, puis une femme pieds nus est arrivée. Bonjour, je suis Muriane. La veille de Noël, mes parents ont ouvert la massive porte d'entrée de notre manoir de Hillsborough et ont jeté ma seule valise sur les marches de marbre gelé. Ma petite sœur, Tara, se tenait juste derrière eux, les bras croisés, souriant comme si elle venait de gagner au loto. « Voyons voir comment tu vas t'en sortir maintenant, grande sœur », a-t-elle dit. J'ai traîné cette valise à travers un épais brouillard glacé. Pas d'argent, pas de voiture, rien d'autre que le long manteau de cachemire qui me maintenait en vie. Je me suis effondrée sur un banc public saupoudré de neige, à l'intérieur de notre quartier fermé, tremblant si fort que mes dents n'arrêtaient pas de claquer. C'est là qu'elle est apparue, une vieille femme, pieds nus, la peau tirant sur le violet, les cheveux argentés fouettés par le vent. On aurait dit que le froid l'avait déjà emportée. Sans réfléchir, je me suis levée, j'ai enlevé mon unique manteau chaud et l'ai drapé autour de ses épaules tremblantes. Elle a saisi mes mains glacées, m'a regardé droit dans les yeux et a chuchoté, « La gentillesse comme la vôtre est plus rare que les diamants. » Puis elle s'est éloignée et a disparu dans le brouillard. Exactement 1 heure plus tard, 19 berlines noires de luxe sont arrivées dans un silence parfait et ont bloqué toute la rue. La même femme est sortie de la voiture du milieu. Le même visage, mais elle portait maintenant un long manteau de laine de chameau, les cheveux en un chignon élégant, des diamants étincelants à son poignet. Elle s'est dirigée droit vers moi, a souri et n'a prononcé qu'une seule phrase, « J'ai passé assez de temps à vous observer pour savoir exactement qui vous êtes vraiment. Si vous avez déjà été rejeté par les personnes censées vous aimer le plus, écrivez « J'y suis passé » ou la ville d'où vous regardez dans les commentaires, pour que je sache que je ne suis pas seule. Croyez-moi, continuez à lire. Ce qui s'est passé ensuite va vous sidérer. Cet après-midi-là, j'étais encore sous le choc de l'email de licenciement qui avait atterri à 10 heures. Une nouvelle vague de restructuration à l'agence de publicité de San Francisco à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. J'ai mis ma plante de bureau sur le siège passager de ma vieille Honda Civic de 12 ans et j'ai pris la direction du sud sur la 101, vers Hillsborough. 32 km, 47 minutes si la circulation était clémente. Elle ne l'était pas. J'avais déjà appelé ma mère depuis le parking. J'ai juste besoin de m'installer pour quelques semaines, le temps de faire le point, lui avais-je dit. Elle avait l'air distraite, m'avait dit que le dîner était à 19 heures et avait raccroché. Quand j'ai franchi les portes, la maison ressemblait à une couverture de magazine. Un sapin noble de 4,50 m dans le foyer à 2 étages. Des orchidées blanches partout, les traiteurs en cravate noire dressant la table pour 20 convives. Papa, Richard, débouchait un Dom Pérignon 2005 comme si c'était un mardi. Maman, Margaret, attachait un nouveau collier de perles des mers du Sud qui n'était certainement pas là le mois dernier. Et Tara, ma sœur de 27 ans, tournoyait dans une robe de soie rouge dos nu, exhibant un diamant taille radiant de 6 carats à sa main gauche, comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment précis. Derek, mon ex de 4 ans, se tenait derrière elle, le bras autour de sa taille. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte et j'ai essayé de sourire. Salut tout le monde, mauvaise journée au travail. C'est tout ce qui est sorti. Tara s'est retournée, les yeux écarquillés d'une fausse sollicitude. Oh mon Dieu, encore, a-t-elle haleté assez fort pour que les traiteurs l'entendent. 3e emploi en 4 ans, n'est-ce pas? Elle s'est tournée vers maman. Tu te souviens quand elle s'est fait virer de la start-up à Soma pour ne pas avoir l'esprit d'équipe? Les lèvres de maman se sont pincées. Papa n'a même pas levé les yeux de son champagne. J'ai senti mon visage s'enflammer. C'était une réduction d'effectifs. Ils ont viré toute l'équipe créative. Tara a agité sa nouvelle bague dans ma direction. Derek vient de clôturer son tour de série A. 28 millions d'euros avant valorisation. Les investisseurs l'adorent. Derek m'a adressé le même demi-sourire suffisant qu'il utilisait lorsqu'il avait mis fin à notre relation 2 ans plus tôt, avec son « ce n'est pas toi, c'est le timing ». Papa a finalement posé son verre. « Muriane, nous devons parler. » Il ne m'a pas fait signe de m'asseoir. Il ne le faisait jamais quand il y avait de mauvaises nouvelles. Il m'a dit sans détour que le mois dernier, il avait modifié l'acte de fiducie familiale. La totalité du capital, soit 38 millions d'euros,
était désormais au seul nom de Tara. Irrévocable. Signé, notarié, déposé auprès de l'avocat en succession à Palo Alto. Il a dit que j'avais 32 ans, que j'étais capable et qu'il était temps que je me débrouille seule. Maman a ajouté, nous ne pouvons pas continuer à financer un style de vie qui ne produit pas de résultats, comme si mon salaire avait jamais payé leurs orchidées ou les birkins de Tara. Je suis restée là, bouche ouverte, essayant de réaliser que mes propres parents venaient de me déshériter légalement alors que j'étais encore debout dans leur foyer. Tara a sorti son téléphone, enregistrant déjà. C'est de l'or, a-t-elle ri. Grande sœur rentre à la maison fauchée la veille de Noël. Dis quelque chose pour mes abonnés. J'ai regardé papa. Tu es sérieux? Il a croisé mon regard pour la première fois de la soirée. Froid. Définitif. Tu as 20 minutes pour emballer ce dont tu as besoin. La sécurité te laissera revenir demain pour le reste si tu prends rendez-vous. Maman ne voulait même pas me regarder. Elle s'est affairée à ajuster une décoration dorée sur le sapin. Je suis montée à l'étage en pilote automatique. La chambre que j'avais depuis l'âge de 10 ans avait toujours mes photos de l'équipe de natation du lycée sur le mur. J'ai jeté des jeans, 2 pulls, mon ordinateur portable et des articles de toilette dans le vieux sac de voyage Louis Vuitton que Tara n'avait pas encore volé. Tout le reste livres, annuaires, mon diplôme de Stanford encadré devrait attendre. Quand je suis redescendue, Tara était en direct sur Instagram, narrant la scène comme un documentaire animalier. Et voici la fille prodigue avec une seule triste valise. Qui parie sur le temps qu'il lui faudra pour dormir dans sa Civic? Papa a ouvert la porte d'entrée lui-même. Le brouillard était épais. Je ne pouvais pas voir le bout de l'allée. La température chutait déjà sous 0. J'ai franchi le seuil. Derrière moi, Tara a lancé, d'une voix douce comme du poison, « Joyeux Noël, Muriane. » Ne gèle pas, la porte s'est refermée avec un clic doux et coûteux. L'alarme a bipé 2 fois en s'activant. Et c'était tout. En moins de 30 minutes, je suis passée de fille à intruse dans la seule maison que j'ai jamais connue. Je me tenais sur les marches de marbre dans l'obscurité, une valise à mes pieds, vêtue de la seule chose chaude qu'il me restait, ce long manteau de cachemire. Dès que cette lourde porte s'est scellée derrière moi, tout est devenu silencieux, sauf le sang qui tambourinait dans mes oreilles. Je me suis tenue dans la rue vide, essayant de respirer, mais l'air était comme des couteaux. Mon esprit continuait de rejouer la voix neutre de papa, 38 millions d'euros envolés d'une seule signature, et maman refusant de croiser mon regard. J'avais 32 ans, en une conversation, j'étais devenue une étrangère pour la seule famille que j'avais eue. J'ai commencé à marcher parce que rester immobile semblait pire. Les roues de la valise cliquetaient sur le trottoir impeccable, le seul bruit à des kilomètres à la ronde. Chaque manoir que je dépassais avait des fenêtres dorées et chaleureuses et des rires s'en échappaient, des arbres de Noël brillant derrière les allées fermées. Chacun me rappelait que je n'appartenais plus à nulle part. Mes doigts étaient déjà engourdis. Je n'arrêtais pas de penser, ce n'est pas réel. D'une minute à l'autre, maman allait ouvrir la porte et me rappeler, dire que c'était une blague cruelle. Mais l'alarme restait armée. Pas de pas, rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure, jusqu'à ce que je me retrouve dans le petit jardin public à côté de l'ancienne église épiscopale. Il y avait un banc en fer sous un lampadaire qui fonctionnait. Je me suis assise lourdement, j'ai laissé tomber la poignée de la valise et j'ai finalement laissé les larmes couler. J'ai pleuré pour la petite fille qui se cachait sous ce sapin de 4,50 m en attendant le Père Noël. J'ai pleuré pour chaque anniversaire où Tara recevait le plus gros cadeau et où on me disait d'être reconnaissante. J'ai pleuré parce que j'avais toujours cru que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, il finirait par me voir. Il s'est avéré que rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais pas jetable parce que j'avais échoué. J'étais jetable parce que je n'étais pas Tara. Les larmes ont gelé sur mes joues. J'ai serré mes genoux contre ma poitrine et j'ai fixé le sol, essayant de comprendre comment j'allais survivre à la nuit, sans parler du reste de ma vie. C'est là que j'ai entendu le lent frottement de pieds nus sur le béton. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, une femme âgée, traînant les pieds vers le banc. Ses cheveux argentés étaient emmêlés et défaits, ses épaules fines voûtées contre le vent, sa peau si pâle qu'elle semblait translucide sous le lampadaire.
Elle s'est arrêtée à quelques mètres, vacillant légèrement, et a parlé d'une voix rauque par le froid. Jeune femme, savez-vous si l'un des refuges a encore de la place ce soir? J'ai marché depuis Burlingame. Tout est plein. J'ai essuyé mon visage rapidement. Je suis désolée. Je ne sais pas. Je n'ai nulle part où aller non plus. Elle m'a étudié longuement, ses yeux perçants malgré l'épuisement. Puis elle s'est laissée tomber sur le banc à côté de moi, gardant une distance prudente. Nous sommes restés en silence pendant que sa respiration se stabilisait. J'ai remarqué que ses pieds étaient nus et déjà d'un violet empâté, tirant vers ce blanc effrayant qui signifie que le mal est profond. Quelque chose en moi s'est brisé. Voici quelqu'un qui avait encore moins que moi ce soir, et elle était assez polie pour demander au lieu d'exiger. J'ai eu honte de ma propre apitoiement. Sans rien dire, je me suis levée, j'ai retiré la seule chose qui m'empêchait de geler et je l'ai drapée autour de ses épaules. Elle a semblé surprise, puis a fermé les yeux alors que la chaleur l'atteignait. Ses mains, fines, veinées et tremblantes, sont montées et ont resserré le tissu. Elle s'est tournée vers moi, des larmes brillant dans ses yeux bleu pâle. « Quel est votre nom, enfant ?» « Muriane » ai-je répondu, la voix brisée. Elle l'a répété doucement, comme si elle goûtait quelque chose de précieux. « Merci, Muriane. » Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a pris mes deux mains glacées dans les siennes, a serré une fois et a tenu mon regard pendant longtemps, pas de mots, juste de la compréhension passant entre deux étrangères qui, soudain, ne l'étaient plus. Après ce qui a semblé une éternité, elle a lâché prise, s'est levée avec une nouvelle assurance et m'a adressé un tout petit sourire. Elle s'est éloignée, lentement avalée par la nuit avant même que je puisse penser à la rappeler. Je me suis assise seule, plus frigorifiée que je ne l'avais jamais été de ma vie, les dents claquant si fort que ma mâchoire me faisait mal. Mais pour la première fois depuis que la porte s'était fermée, la douleur dans ma poitrine était différente, plus légère, comme si donner la dernière chose que j'avais m'avait en quelque sorte redonné quelque chose dont j'ignorais le manque. La chambre de motel sentait la vieille cigarette et le nettoyant pain bon marché. J'avais fixé la même page Indeed pendant des heures, postulant à tout ce qui payait au-dessus du salaire minimum, quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Murianet. La voix de la femme était nette, professionnelle, avec un léger accent de la côte est. C'est Grace O'Neill, j'appelle au nom de Madame Eleanor Callaway. Elle souhaiterait vous rencontrer immédiatement. J'ai ri à haute voix, car cela ressemblait à une farce. Qui est-ce vraiment? La ligne est restée silencieuse pendant 2 secondes. Madame Callaway vous expliquera tout. Une voiture vous attend devant la chambre 112. J'ai regardé par le Judas. 19 BMW 760 S noirs identiques étaient alignés sur le parking fissuré, comme un cortège présidentiel. La porte arrière de la voiture de tête s'est ouverte d'elle-même. J'ai pris mes clés et je suis sortie dans les mêmes jeans et le même sweat à capuche que je portais depuis 2 jours. Elle m'attendait dans la voiture du milieu, la femme du banc. Ses cheveux étaient maintenant en un chignon bas impeccable, son manteau de poils de chameau ceinturé à la taille, ses talons à semelles rouges captaient le soleil. Elle avait l'air d'avoir 78 ans, mais était sans âge. « Muriane » dit-elle doucement, comme si nous étions de vieilles amies. La porte s'est fermée avec un bruit sourd et doux. Une cloison est montée, et nous sommes partis. 20 minutes plus tard, les portes s'ouvrirent sur un manoir Tudor des années 1920, dans un cul-de-sac tranquille à Atherton, caché derrière des séquoias et une haie de 3 mètres. J'avais dépassé cette rue 1000 fois sans jamais savoir qu'elle existait. À l'intérieur, ça sentait le cèdre et les roses. Un feu crépitait dans un âtre en pierre assez grand pour se tenir debout. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur un lac privé. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur un canapé crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Un majordome a versé du thé que ni l'une ni l'autre n'a touché. Mon nom complet est Eleanor Callaway, a-t-elle commencé. Mon défunt mari a fondé Callaway Commercial Realty. Quand il est décédé il y a 12 ans, j'ai privatisé l'entreprise et transformé les bénéfices en la fondation familiale Callaway. Nous possédons ou finançons plus de 400 millions de mètres carrés de bureaux et d'espaces commerciaux à travers le pays. La fondation distribue environ 120 millions d'euros par an. J'ai juste fixé. Mon cerveau ne pouvait pas traiter les chiffres. Elle s'est penchée.
Chaque veille de Noël, depuis 25 ans, je fais une seule chose. Je quitte la propriété vêtue comme quelqu'un qui n'a rien. Pas de sécurité visible, pas de portefeuille, pas de téléphone. Je marche jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui a encore un cœur quand il croit que personne ne regarde. La plupart des années, je marche toute la nuit et je rentre déçu. Cette année, je vous ai trouvé. Elle a expliqué qu'après mon départ, son équipe de sécurité, stationnée à 2 pâtés de maison, m'avait gardé à l'œil pendant 48 heures. Ils m'ont regardé m'enregistrer au motel en espèces, manger de la nourriture de distributeur, postuler à 50 emplois en une seule session, pleurer sous la douche et n'avoir jamais cherché à savoir qui était la femme sans abri ou à se vanter de sa bonne action. Vous êtes la première personne en 15 ans, dit-elle doucement, qui a donné la dernière chose qui la maintenait en vie sans rien attendre en retour. J'ai besoin de savoir si c'était un hasard ou si c'est vraiment qui vous êtes. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Je n'ai pas d'enfant, pas d'héritier. Quand je ne serai plus là, des étrangers au conseil d'administration décideront où va mon argent. Je ne veux pas cela. Je veux quelqu'un qui comprend ce que ça fait d'être jeté dehors la veille de Noël pour décider comment nous aidons la prochaine personne qui est rejetée. Elle s'est tournée vers moi. Je vous offre une chambre ici, un salaire de base de 195 000 € et un apprentissage de 5 ans. Si à la fin vous êtes la personne que je crois que vous êtes, la fondation sera à vous. Pas un cadeau, une responsabilité. J'ai ouvert la bouche, l'ai refermée. Je l'ai rouverte. Pourquoi moi, fut tout ce que je parvins à articuler. Parce que, dit-elle, les yeux soudain féroces, je sais exactement ce que ça fait d'être assise sur un banc glacial sans nulle part où aller et de choisir quand même la gentillesse. J'avais 29 ans lorsque mon propre père m'a fait ça. Je me suis promis que si jamais j'en avais l'occasion, je m'assurerais que personne qui a fait le bon choix à cet instant ne reste perdu. Elle a tendu la main. Alors, Muriane, voulez-vous rentrer à la maison avec moi? J'ai emménagé dans l'aile et le lundi suivant. Ma nouvelle chambre était plus grande que tout le rez-de-chaussée de mes parents, avec des portes-fenêtres donnant sur une roseraie que je pouvais sentir depuis mon lit. Grace O'Neill, grande, aux cheveux argentés, sans fioritures, m'a tendu un classeur en cuir de l'épaisseur d'un annuaire et a dit « Bienvenue au camp d'entraînement ». Le premier mois a été brutal. Course de 6 heures du matin autour du lac avec l'ancien entraîneur Nevis Eleanor. Réunion de petit déjeuner à 7h30 où j'ai appris à lire une déclaration fiscale 990 PF plus rapidement que la plupart des comptables. De 9h à 18h, assise à côté d'Eleanor lors des réunions du conseil d'administration au bureau de la fondation sur Sandhill Road, prenant des notes pendant que des milliardaires se disputaient sur des indicateurs d'impact. Les soirées étaient passées à décortiquer 20 ans d'archives de subventions jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Eleanor ne voulait pas d'une autre enfant riche jouant à la philanthrope. Elle voulait quelqu'un capable de transformer les euros en vie transformée sans gaspiller un centime. Sa ligne préférée est devenue « Nous ne donnons pas de poissons. Nous ne donnons même pas de leçons de pêche. Nous achetons tout le fleuve et nous nous assurons que tout le monde puisse manger pour toujours. » Elle m'a inscrite au programme exécutif pour les leaders à but non lucratif de l'École supérieure de commerce de Stanford. Frais de scolarité entièrement couverts, sans question. 3 soirs par semaine, je conduisais les 8 kilomètres jusqu'au campus, m'asseyais dans des salles de classe avec des cadres 2 fois plus âgés que moi, et apprenais à mesurer les résultats au lieu des intentions. Les week-ends étaient consacrés aux visites de sites, refuge pour femmes battues à East Auckland, programme parascolaire à East San José, projet de logement pour vétérans dans la Central Valley. J'ai interviewé des mères qui avaient échappé à la violence avec rien d'autre que leurs enfants et un sac poubelle de vêtements. J'ai écouté des adolescents expliquer comment un seul endroit sûr pour faire leurs devoirs les avait empêchés de rejoindre des gangs. Chaque histoire se gravait en moi. De retour au domaine, Grace me briefait sur la gouvernance. Comment gérer un membre du conseil d'administration voyou? Comment dire non au projet favori d'un sénateur sans perdre les fonds de contrepartie fédéraux? Comment licencier un bénéficiaire de subventions pris en flagrant délit de détournement de fonds sans déclencher un cauchemar de relations publiques? J'ai réécrit l'intégralité du processus de demande de subvention à partir de zéro, formulaire plus court, décision plus rapide, visite de sites obligatoires dans les 30 jours suivant l'approbation.
Eleanor lisait chaque brouillon et y mettait du rouge partout, puis me forçait à défendre chaque changement devant le conseil d'administration au complet. Il y a eu des nuits où je me suis endormie sur l'îlot de la cuisine, le visage sur un tableur. Il y a eu des matins où j'ai pleuré sous la douche parce que je me sentais comme une imposture qui ne serait jamais assez bonne. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais d'être assise sur ce banc glacial sans rien, et je continuais. Juin est arrivé, chaud et soudain. Un jeudi matin, Eleanor a envoyé un SMS, bibliothèque. Maintenant. Je suis entrée m'attendant à une autre session de stratégie de 12 heures. Au lieu de cela, elle était seule, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux, tenant un simple dossier. Elle ne s'est pas assise. Elle a fait glisser le dossier sur la table en acajou et est restée debout. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail sur papier épais de couleur crème. Titre, présidente et directrice générale, Fondation familiale Callaway. Ligne hiérarchique, directement auprès du conseil d'administration, c'est-à-dire elle, jusqu'à ce qu'elle en décide autrement. Salaire de base, 195 000 €. 3% de participation au capital dans la dotation de la fondation, actuellement évaluée à un peu moins de 4 milliards d'euros. Plein pouvoir de décision sur tous les programmes à partir de la 3e année, sous réserve uniquement des obligations fiduciaires. J'ai levé les yeux, sans voix. Elle s'est finalement assise, joignant ses mains comme si elle priait. « Je ne vous ai pas amené ici parce que vous avez donné un manteau », a-t-elle dit. N'importe qui peut être généreux pendant 5 minutes quand une caméra pourrait regarder. Je vous ai observé pendant 5 mois d'affilée. Je vous ai regardé vous battre pour un refuge contre la violence conjugale que tous les banquiers de la salle voulaient définancer parce que les chiffres semblaient compliqués. Je vous ai regardé vous asseoir sur une chaise pliante à Auckland jusqu'à minuit, écoutant une fille de 17 ans expliquer pourquoi elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Je vous ai regardé réécrire un manuel de politique de 70 pages parce qu'un seul paragraphe aurait laissé des jeunes transgères sans lit. Sa voix s'est brisée juste une fois. Vous avez l'intelligence dont j'ai besoin et le cœur que j'ai perdu il y a longtemps. La fondation est à vous. Je resterai au conseil pour tenir le vieil homme en ligne, mais au quotidien, le fleuve vous appartient maintenant. J'ai essayé de dire merci, mais rien n'est sorti. Elle a fait un geste de la main pour l'écarter. Signez avant que je ne change d'avis et que je ne vous oblige d'abord à terminer le module fiscal de la dotation. J'ai ri à travers mes larmes et j'ai signé. Cette nuit-là, nous avons ouvert un château Margaux 1982 sur la terrasse. Juste nous deux, regardant le soleil se coucher derrière les séquoias. Elle a levé son verre. À la fille qui avait toutes les raisons de devenir amère et qui a quand même choisi la gentillesse. J'ai trinqué le mien contre le sien. Et à la femme qui a refusé de laisser une bonne action rester invisible. Nous avons bu. Pour la première fois depuis la veille de Noël, je me sentais exactement là où je devais être. Octobre sentait les feuilles mouillées et l'argent à San Francisco. J'étais dans mon bureau d'angle au 22e étage du 300 California Street, examinant les chiffres finaux pour le 2e campus, second home, lorsque Grace a frappé une fois et a ouvert la porte. Votre sœur et Derek Whittaker sont en bas. Sans rendez-vous. J'ai senti mon estomac se tordre comme avant, lorsque Tara empruntait mes vêtements au lycée et les rendait ruinés. J'ai dit à la sécurité de les laisser monter. Ils sont entrés, l'air d'avoir répété leur performance dans l'ascenseur. Tara portait une robe fourreau bleu marine modeste au lieu de ses tenues moulantes habituelles, les cheveux en queue de cheval basse, peu de bijoux. Derek avait troqué l'uniforme des fondateurs, sweat à capuche et basket, pour un costume bleu marine qui lui allait presque. Tous deux arboraient les sourires crispés des personnes qui avaient pratiqué des excuses devant le miroir. Tara a parlé la première, la voix douce, les yeux brillants. Muriane, j'ai été horrible. Nous avons été horribles. Je suis tellement désolée pour tout. Pour la veille de Noël, pour les choses que j'ai postées, tout. Derek a hoché la tête vigoureusement. Nous nous marions au printemps prochain, essayant de faire les choses correctement cette fois. Je suis restée derrière mon bureau, les mains jointes, et j'ai attendu. Tara a pris une inspiration. Papa a des problèmes. Certains investissements ont mal tourné. Lui et maman pourraient perdre la maison.
Et la nouvelle société de Derek, IA pour les soins aux personnes âgées, a juste besoin de 2 millions d'euros pour boucler le cycle d'amorçage. Nous ne demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. J'ai haussé un sourcil. Quelle partie est une question de vie ou de mort? L'hypothèque de papa ou votre valorisation? Derek a forcé un petit rire. Écoute, je comprends. Tu es une grande personne maintenant, mais le sang, c'est le sang, n'est-ce pas? 2 millions d'euros, ce n'est rien pour la fondation. Je me suis penché en arrière. Dites-moi ce qui est arrivé aux 38 millions d'euros de fiducie que vous avez pris en décembre dernier. Le masque de Tara a vacillé. Nous avons diversifié. Crypto, NFT. Quelques accords d'investissement providentiels gérés par les amis de Derek. C'était censé multiplier par 10. Puis FTX s'est effondré. Luna est tombée à zéro et la majeure partie a disparu. Derek a bondi. Un ralentissement du marché. Ça arrive à tout le monde. Sequoia a perdu des milliards aussi. Nous avons juste besoin d'un pont. J'ai ouvert le dossier que Grace avait silencieusement placé sur mon bureau, capture d'écran, relevé bancaire, un article de Forbes intitulé « La famille a anéanti son héritage avec des meumecoins ». J'ai retourné le dossier pour qu'il puisse voir. 87% envolé en 11 mois, ai-je dit calmement. Vous avez chacun acheté une Lambo, versé un acompte pour un condo à Miami et payé des influenceurs pour promouvoir des shitcoins. Ce n'est pas un ralentissement. C'est un incendie volontaire. Le masque de Tara est tombé. Tu vas sérieusement rester assise dans ton bureau chic et laisser maman et papa se retrouver à la rue? J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité au 22e, s'il vous plaît. Derek a essayé la raison douce. Allez, Muriane. 2 millions d'euros, c'est de la petite monnaie ici. Ça ne te manquera même pas, la porte s'est ouverte. 2 gardes en costume sont entrés. Je me suis levée. Cette fondation existe pour les gens qui n'ont jamais eu de filet de sécurité. Pas pour ceux qui ont mis le feu au leur et qui veulent maintenant le mien. Vous n'aurez pas un centime. Ni aujourd'hui. Ni jamais. Tara est devenue écarlate. Espèce d'ingrate. Elle sortait déjà son téléphone, enregistrant, tandis que les gardes la prenaient par les coudes. Au moment où ils ont atteint le hall, 3 fourgonnettes de paparazzi et un blogueur local de Potin attendaient devant les portes vitrées. Quelqu'un les avait prévenus. Tara a joué le grand spectacle, larmes, lèvres tremblantes, criant que sa sœur milliardaire abandonnait les siens. La vidéo a atteint TikTok en 20 minutes. Légende, ma sœur milliardaire ne veut même pas aider nos parents à garder leur maison. La famille d'abord sœur toxique. Ça a explosé. 10 millions de vues en 6 heures. Puis Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. D'anciens camarades de classe ont posté des photos d'annuaire de Tara versant du yaourt sur mon sac à dos en terminale. Quelqu'un a retrouvé le direct Instagram de la veille de Noël où elle riait pendant que je sortais ma valise. Une ancienne nounou a témoigné de la façon dont Tara me fermait à clé dehors sous la pluie pour plaisanter. Les commentaires sont passés de la sympathie à la foule en colère. Le hashtag #FamilyExposed a été plus tendance que la vidéo originale. Le dossier d'investissement du tour d'amorçage de Derek a fuité. Quelqu'un à la fondation l'a accidentellement transmis à un journaliste. Il s'est avéré que la start-up IA pour les soins aux personnes âgées était à 90% du vaporware et à 10% le projet de garage de son cousin. Les investisseurs ont disparu. La planificatrice de mariage de Tara a annulé. Elle n'avait pas payé la compte. Leur annonce de fiançailles a été ridiculisée jusqu'à l'oubli. Je n'ai jamais posté un seul mot. À minuit, la vidéo était soumise à restriction d'âge pour harcèlement. Le blogueur a publié des excuses rampantes, et le nombre d'abonnés de Tara avait diminué de moitié. Grace m'a versé un doigt de scotch quand je suis rentrée à Atherton cette nuit-là. La justice poétique a meilleur goût quand on n'a pas à lever le petit doigt, a-t-elle dit. J'ai levé mon verre vers la fenêtre sombre. Non, ai-je répondu. Elle a le goût de la conclusion. Novembre a apporté un brouillard froid qui ne s'est jamais complètement levé. La nouvelle est tombée un mardi,
Pacific Crest Capital s'effondre, une pyramide de Ponzi de 4,2 milliards d'euros se dévoile. Papa avait placé chaque euro restant refinancement hypothécaire, marge de crédit sur la valeur nette de la maison, même les bijoux de maman dans ce fonds 6 mois plus tôt, car le rendement annuel garanti de 18% allait nous remettre sur les rails. Le FBI a perquisitionné les bureaux de Newport Beach la même semaine. Le fondateur était déjà sur un yacht quelque part au large de Cabo. 30 jours plus tard, l'avis de saisie est apparu sur la porte d'entrée du manoir de Hillsborough. Aucun enchérisseur ne s'est présenté à la vente aux enchères. La banque a pris le titre. Richard, Margaret et Tara ont emménagé dans un appartement de 2 chambres au-dessus d'un salon de manucure sur Story Road à East San José. Loyer de 2 900 € par mois, tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Après le dépôt de bilan, les cartes de crédit de Tara étaient plafonnées à 247 000 €, principalement en sac à main et en achats compulsifs. Après le désastre d'octobre, les agences de recouvrement appelaient sans arrêt. Ils se sont présentés à la fondation sans rendez-vous un jeudi matin pluvieux. La sécurité a appelé. Je leur ai dit de les laisser monter tous les 3. Papa avait l'air d'avoir 20 ans de plus, les cheveux complètement blancs, les épaules rentrées, portant un blazer de taille trop grand. Maman s'était coupé les cheveux courts et les avait teints d'un brun bon marché qui ne correspondait pas tout à fait. Tara n'était pas maquillée, les yeux gonflés, serrant un faux sac fourre-tout comme une bouée de sauvetage. Je les ai rencontrés dans la petite salle de conférence vitrée au 22e étage. Pas d'eau, pas de café. Grace se tenait devant la porte. Papa a parlé le premier, la voix se brisant à chaque mot. Muriane, tu es ma fille. Je sais que nous t'avons blessée. Je sais que nous ne méritons rien, mais nous n'avons nulle part où aller. Le bail de l'appartement se termine dans 6 semaines. Nous allons être à la rue. Maman fixait la table, tordant un mouchoir en lambeaux. Tara a finalement levé les yeux, rouge. S'il te plaît, juste assez pour nous donner un nouveau départ. Nous signerons n'importe quoi. Nous ne demanderons plus jamais. J'ai ouvert un mince dossier noir et j'ai posé 3 cartes de visite sur le bois poli. Première carte, Marcus Chen, planificateur financier certifié, spécialisé dans le rétablissement post-faillite. Deuxième carte, programme d'éducation financière et de gestion de la dette. Cours gratuit de 8 semaines financé par la Fondation, tenu au centre communautaire d'East San José. Troisième carte, ligne d'assistance de crise de l'Alliance nationale sur les maladies mentales en Californie, et un thérapeute local qui acceptait des clients à frais variables. J'ai poussé les cartes vers eux. Voici ce que la Fondation Callaway peut faire pour des étrangers qui ont tout perdu sans que ce soit de leur faute, ai-je dit d'une voix égale. C'est la même aide que nous offrons à toute personne qui entre ici, fauchée et effrayée. La main de papa a tremblé alors qu'il tendait la main vers les cartes, puis s'est arrêté à mi-chemin, c'est tout? Après 32 ans, c'est tout ce que tu as pour ton propre père? Je me suis levée. Vous aviez le choix. Vous avez choisi de réécrire l'acte de fiducie. Vous avez choisi de courir après des rendements qui semblaient trop beaux pour être vrais. Vous avez choisi de rester silencieux quand Tara m'humiliait par sport. C'était vos décisions, pas les miennes. Maman m'a finalement regardé, les larmes coulant. Nous avons eu tort. Nous sommes tellement désolés. J'ai croisé son regard pour la première fois en près de 2 ans. Je crois que vous êtes désolé maintenant, ai-je dit. Mais désolé ne reconstruit pas une vie. Le travail le fait. Le courage le fait. Assumer la responsabilité le fait. Tara a commencé à sangloter bruyamment et de manière désordonnée. Tu jouis de ça. Tu veux nous faire souffrir. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Non, ai-je répondu. Je refuse simplement de payer pour votre souffrance plus longtemps. La sécurité les a escortés dehors. Papa n'a jamais regardé en arrière. Maman a chuchoté, je suis désolée, une dernière fois. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Tara continuait de pleurer jusqu'à ce qu'ils atteignent le hall. Grace m'a tendu un mouchoir dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Ils s'en sortiront, a-t-elle dit doucement. Les gens qui touchent le fond soit y restent, soit commencent à grimper. Vous leur avez juste donné la seule échelle que nous soyons autorisés à donner.
J'ai hoché la tête, regardant la pluie strier les fenêtres. Pour la première fois, la douleur dans ma poitrine avait disparu. Non pas remplacée par la joie, mais simplement par un espace. De la place pour respirer. Le ciel au-dessus d'East Palo Alto était de la couleur de l'acier le jour de l'ouverture. Second home s'élevait comme une promesse tenue, 4 étages de verre et de séquoias enroulés autour d'une cour où des enfants se poursuivaient déjà entre des jardinières remplies de romarins et de choux frisés. 3000 personnes remplissaient la place, les familles qui y vivraient, les donateurs, les membres du conseil municipal, tous les grands réseaux, même le gouverneur coupant le ruban. Je me tenais en coulisses dans un simple costume noir, le cœur battant plus fort que la fanfare qui s'échauffait. Grace m'a serré la main une fois. Eleanor, élégante en blanc hivernal, m'a fait le plus petit des hochements de tête depuis le premier rang. C'était le projet pour lequel j'avais saigné, 200 appartements de soutien permanent, une clinique médicale sur place, un centre de formation professionnelle, une école maternelle, une ferme sur le toit, et une politique selon laquelle personne, jamais, ne serait refusé par manque de papier. Le maire a terminé son discours. La foule a rugi lorsque mon nom a été appelé. J'ai marché jusqu'au podium. Le microphone semblait plus lourd que n'importe quel document de fiducie que j'avais signé. J'ai regardé la mer de visage. Près du fond, presque caché derrière une colonne, se tenaient Richard, Margaret et Tara. Papa portait un vieux caban bleu marine qui pendait lâchement sur sa silhouette. Maman serrait une tasse de café en papier comme si elle pouvait disparaître. Tara s'était coupé les cheveux courts et semblait étrangement petite sans l'armure des marques de luxe. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 secondes complètes. Il y a un an jour pour jour, ai-je commencé, d'une voix posée, j'ai été jetée hors de la seule maison que j'avais jamais connue, avec une seule valise et nulle part où aller. J'ai appris cette nuit-là ce que l'on ressent lorsque les personnes censées vous rattraper vous laissent tomber. Une vague a parcouru la foule. Les caméras ont zoomé. J'ai aussi appris autre chose sur un banc de parc glacial. La vraie famille, ce n'est pas l'ADN. La vraie famille est l'étranger qui choisit de vous voir quand vous êtes invisible. La vraie famille est la main qui vous tend un secours quand il ne vous reste plus rien à donner en retour. Je me suis tournée et j'ai montré le bâtiment derrière moi. Ceci est Second Home. 200 familles n'auront plus jamais à dormir dans leur voiture parce qu'un propriétaire a augmenté le loyer. Les enfants ne feront plus jamais leurs devoirs sur la banquette arrière parce que les lumières ont été coupées. Et chaque personne qui franchira ces portes se verra dire la même chose que j'avais besoin d'entendre cette veille de Noël: vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes chez vous. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont explosé. Les gens se sont levés. Les téléphones se sont levés comme une vague de lumière. J'ai attendu qu'elle monte, puis j'ai parlé à nouveau plus doucement, de sorte que chaque microphone devait forcer pour capter mes mots. Ce soir, nous ouvrons ces portes pour chaque personne à qui on a dit qu'elle n'appartenait pas. Surtout pour ceux à qui ce sont les personnes censées les aimer le plus qui l'ont dit. J'ai regardé droit à travers la place, directement vers les 3 silhouettes à l'arrière. Les épaules de papa tremblaient. Maman couvrait sa bouche. Tara fixait le sol. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement soutenu leur regard pendant une pulsation de cœur plus longtemps que le confort ne le permettait. Puis je me suis éloignée du podium. Le gouverneur a coupé le ruban. La fanfare a joué. Les enfants se sont précipités avec des fleurs. Les journalistes ont crié des questions que j'ai feint de ne pas entendre. J'ai descendu les marches à travers la foule qui s'est écartée comme l'eau et me suis dirigée vers l'entrée principale. Richard a tenté de faire un pas en avant. Muriane. J'ai continué d'avancer. Pas vite, pas lentement, juste en avant. Maman a tendu une main qui ne m'a jamais touchée. Tara a ouvert la bouche, l'a refermée, et pour la première fois de sa vie, n'a rien dit du tout. Je suis passé à moins de 60 cm d'eux sans interrompre ma foulée. Les immenses portes en séquoia de Second Home se sont ouvertes automatiquement à mon approche. Une lumière chaude s'est répandue sur le béton. J'ai franchi le seuil. Les portes se sont refermées derrière moi avec un son doux et définitif. Je n'ai jamais regardé en arrière. Non pas parce que je les haïssais.
Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que j'avais finalement compris que le pardon ne signifie pas rouvrir la porte qui vous a fait souffrir. Parfois, cela signifie simplement traverser une nouvelle porte et laisser l'ancienne fermée. À l'intérieur, un petit garçon en veste de Spider-Man m'a tiré la manche. « C'est vous la dame qui a construit cet endroit ?» a-t-il demandé. Je me suis agenouillée, de sorte que nous étions à niveau. « J'en fais partie », ai-je dit. Il m'a offert un pissenlit qu'il avait cueilli dans la cour. « Pour vous. Parce que vous nous avez donné une maison. » J'ai pris la fleur et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sincèrement. Dehors, la fête continuait. À l'intérieur de Second Home, l'avenir commençait.